Dans la lueur feutrée de la cabine de première classe, une hôtesse de l'air, Karen Mitchell, parade avec une suffisance insupportable, ses yeux scrutant chaque passager comme si elle était la gardienne d'un royaume exclusif, décidant qui mérite d'y entrer. Mais ce qu'elle ignore, c'est que la famille qu'elle méprise avec un dédain à peine voilé, les Langston, n'est pas seulement riche, il possède la compagnie aérienne entière. Son arrogance va bientôt déclencher une tempête de justice qui la réduira en cendres. Êtes-vous révolté? Alors, montrez-le. Cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour soutenir cette histoire et exiger que l'injustice soit punie. Aujourd'hui, dans cette cabine luxueuse, un drame se noue et chaque instant attise une colère incandescente. Faites entendre votre voix, commentez justice et partagez cette histoire pour que le monde sache. La cabine de première classe est une ode au luxe à la française. Des sièges en cuir souple s'étendent dans un espace généreux, caressés par une lumière tamisée qui évoque les salons parisiens. Les tintements délicats des verres en cristal résonnent doucement, tandis que les effluves de champagne millésimés flottent dans l'air. Les passagers, drapés dans des costumes taillés sur mesure ou des tenues d'une élégance discrète, se prélassent avec une aisance aristocratique. Les hôtesses, vêtues d'uniformes bleu marine impeccables, glissent entre les rangées, offrant des sourires polis et des attentions raffinées. Mais sous cette façade d'harmonie, une tension sourde palpite, une fissure invisible prête à exploser. Au centre de cette scène, Marcus Langston, un homme d'une stature imposante, ajuste sa cravate en soie avec une précision méthodique. Son visage, marqué par une assurance tranquille, cache un regard perçant qui ne manque aucun détail. À ses côtés, sa femme Serena, vêtue d'une robe en lin blanc d'une élégance sobre, feuillette un magazine, ses doigts ornés de bagues en or scintillant sous la lumière. Leur fille de 16 ans, Aïcha, écoute de la musique à travers un écouteur, ses yeux vifs balayant la cabine avec une curiosité aiguisée. Cette famille afro-américaine rayonne d'une dignité naturelle, mais dès leur entrée, une ombre semble s'abattre sur eux, comme si leur présence dérangeait l'ordre établi. Karen Mitchell, l'hôtesse en chef, arpente la cabine avec une assurance presque théâtrale. Ses cheveux blonds tirés en un chignon parfait, son rouge à lèvres écarlates et son sourire calculé lui donnent l'air d'une reine régnant sur son domaine. Elle s'arrête à chaque siège, distribuant des salutations chaleureuses, des menus reliés en cuir et des anecdotes légères sur le vol. « Monsieur, un champagne pour commencer ?» propose-t-elle à un homme d'affaires en costume anthracite, son sourire éclatant comme un projecteur. « Madame, notre chef a préparé une sélection exquise ce soir. » dit-elle à une femme en tailleur Chanel, lui tendant un menu avec une courtoisie exagérée. Mais lorsqu'elle passe devant la rangée des Langston, son sourire s'efface comme une chandelle soufflée. Ses yeux glissent sur Marcus, Serena et Aïcha comme s'ils étaient des ombres, et sans un mot, elle poursuit son chemin. Aïcha fronce les sourcils, retirant un écouteur. « Elle nous a carrément ignorés », murmure-t-elle, sa voix tremblante d'incrédulité. Serena pose une main apaisante sur le bras de sa fille, mais ses lèvres se pincent, un signe de retenue face à une offense qu'elle connaît trop bien. Marcus reste impassible, ses doigts tapotant l'accoudoir avec une lenteur délibérée, mais ses yeux suivent Karen avec une intensité froide, comme un prédateur guettant sa proie. Ce premier affront, subtil mais cinglant, plante la graine d'une indignation qui ne demande qu'à éclater. Quelques minutes plus tard, Karen revient avec un plateau de flûte pétillante, distribuant le champagne avec une grâce étudiée. « Monsieur, un verre pour vous ?» demande-t-elle à un passager âgé, qui accepte avec un hochement de tête. « Madame, un petit apéritif pour sublimer votre vol ?» propose-t-elle à une jeune femme en robe de soie, qui répond par un sourire, mais lorsqu'elle atteint la rangée des Langston, elle marque une pause infime, son regard balayant la famille, avec une froideur à peine masquée. Puis, sans offrir ne serait-ce qu'un mot, elle passe. Aïcha laisse échapper un souffle indigné. « Sérieusement? Elle ne nous a même pas proposé », siffle-t-elle, sa voix vibrant de colère. Serena exhale doucement, son calme olympien contrastant avec la tempête qui couve en elle. « Patience », murmure-t-elle, mais ses yeux trahissent une lassitude profonde, celle de quelqu'un qui a trop souvent dû avaler ce genre de mépris. Marcus, toujours silencieux, sort son téléphone et tape un message rapide, ses doigts moving with a precision that betrays his intent. Il range l'appareil, un éclat indéchiffrable dans le regard, comme s'il venait d'allumer la mèche d'une bombe.
À quelques rangées de là, une autre hôtesse, Lila Dubois, observe la scène depuis le chariot à boissons. Jeune, avec des cheveux châtains relevés en un chignon soigné, elle fronce les sourcils en voyant Karen ignorer les Langston. Lila est nouvelle dans l'équipe, mais elle a déjà remarqué le comportement de Karen. Une politesse sélective, réservée à ceux qu'elle juge dignes de la première classe. Elle hésite, partagée entre son envie de corriger cette injustice et la peur de défier une supérieure. Pendant ce temps, un passager agaçant, M. Thompson, un homme corpulent en costume mal ajusté, ricane bruyamment depuis son siège. On dirait que certains se sont trompés de cabine, lance-t-il à voix haute, ses yeux fixés sur les Langston avec un mépris non dissimulé. Quelques passagers se tournent, certains mal à l'aise, d'autres amusés par cette remarque cruelle. Aïcha serre les poings, ses joues s'empourprant de rage, mais Marcus pose une main sur son épaule, un geste qui dit « Pas encore ». L'humiliation publique, amplifiée par les paroles venimeuses de Thompson, fait monter la tension dans la cabine, et le sang des spectateurs bout face à cette injustice flagrante. Comment une hôtesse peut-elle se permettre un tel comportement? Comment un passager ose-t-il ajouter à cette ignominie? Le service des repas commence, et Karen redouble d'arrogance. Elle distribue des menus avec une efficacité mécanique, vantant les plats étoilés. Nous avons un filet mignon sauce bordelaise, un saumon poêlé à la provençale, ou une option végétarienne aux truffes noires. Elle tend des menus aux passagers des rangées voisines, son ton mielleux contrastant avec son regard glacial lorsqu'elle atteint les Langston. Sans leur accorder un regard, elle tourne les talons, laissant leur table vide. Aïcha éclate d'un rire incrédule, teinté de fureur. « C'est une blague, non? On n'a même pas eu de menu !» s'exclame-t-elle, assez fort pour que les passagers à proximité se retournent. Serena, toujours posée, incline la tête, observant Karen avec une intensité qui pourrait couper le verre. Marcus se penche légèrement en avant, sa voix basse mais tranchante comme une lame. Intéressant. Ce mot, prononcé avec une autorité calme, fait frissonner l'air autour de lui, comme un avertissement que Karen est trop arrogante pour percevoir. Quelques minutes plus tard, Karen revient avec un plateau, mais au lieu d'offrir des choix, elle pose brutalement 3 assiettes de poulet sec et caoutchouteux devant les Langston. C'est tout ce qu'il reste, lâche-t-elle, une main sur la hanche, son ton dégoulinant de condescendance. Les repas de première classe sont limités, et la priorité va aux passagers de haut statut. Le silence qui suit est assourdissant. Les autres passagers, qui savourent des plats gastronomiques, échangent des regards choqués. M. Thompson ricane à nouveau, marmonnant quelque chose sur les places réservées aux vrais riches. Aïcha, à bout, sort son téléphone et commence à filmer discrètement, capturant l'expression smug de Karen et l'indignation croissante autour d'eux. « Vous plaisantez, là ?» lance-t-elle, sa voix tremblante de rage. « On n'a même pas eu l'option de choisir, et vous nous traitez comme des moins que rien. » Karen lève un sourcil, son sourire crispé masquant à peine son irritation. « Si vous avez un problème, mademoiselle, vous pouvez en parler à l'agent au sol après l'atterrissage, » rétorque-t-elle, avant de s'éloigner avec un dédain ostentatoire qui fait bouillir le sang des spectateurs. L'outrage atteint un paroxysme insoutenable. Les spectateurs, à travers l'objectif d'Aïcha, ressentent une colère viscérale face à cette injustice criante. Lila, toujours près du chariot, serre les mâchoires, son cœur battant à tout rompre. Elle sait que Karen a franchi une ligne, mais son silence la ronge comme un acide. Une autre passagère, Madame Dubois, une femme élégante en tailleur bordeaux, murmure à son voisin. « C'est absolument scandaleux. Comment ose-t-elle » Les chuchotements se propagent, transformant la cabine en un tribunal improvisé où Karen est déjà jugée coupable. Marcus, impassible, sort à nouveau son téléphone et envoie un autre message, cette fois avec une détermination froide qui semble sceller le destin de l'hôtesse. Serena, quant à elle, essuie une larme discrète, non pas de tristesse, mais de fureur contenue. Elle a vu ce genre de traitement toute sa vie, mais cette fois, c'est une attaque personnelle, une insulte à sa famille, à sa dignité. Aïcha, toujours en train de filmer, murmure à sa mère. « Ils vont regretter ça, maman. Je te le promets. » Et dans cet instant, la cabine entière semble retenir son souffle, attendant l'explosion inévitable.
Karen, inconsciente de la tempête qu'elle a déclenchée, continue son service avec une arrogance qui défie l'entendement. Elle s'arrête pour plaisanter avec M. Thompson, lui offrant une deuxième flûte de champagne avec un clin d'œil complice. « Vous, au moins, vous savez apprécier la première classe, dit-elle, assez fort pour que les Langston l'entendent. Cette remarque, comme une gifle en plein visage, fait bouillir le sang des spectateurs. Comment ose-t-elle? Comment peut-elle humilier une famille avec une telle impunité? Mais Karen ne s'arrête pas là. Dans un geste qui semble presque calculé, elle trébuche en passant près de Serena, renversant une flûte de champagne sur sa robe en lin blanc. « Oh, mille excuses !» s'exclame-t-elle, son ton si faussement contrit qu'il en devient insultant. Serena, trempée, fixe Karen avec un regard qui pourrait faire fondre l'acier. « Vous devriez faire attention », dit-elle, sa voix basse mais chargée d'une menace contenue. Aïcha, furieuse, filme la scène, capturant chaque détail de cette humiliation publique. Les autres passagers murmurent, certains outrés, d'autres choqués par l'audace de Karen. Madame Dubois se lève à moitié, prête à intervenir, mais son mari la retient, chuchotant. « Laisse, ça va se régler. » Lila, enfin, craque. Elle s'approche discrètement des Langston, son plateau tremblant légèrement. « Je vais vous apporter le menu complet, » murmure-t-elle, son regard fuyant celui de Karen. Serena hoche la tête, un merci silencieux dans les yeux. Mais avant que Lila ne puisse retourner au galet, Karen l'intercepte, son ton glacial comme une lame. « Qu'est-ce que tu fais, Lila? Occupe-toi des vraies priorités. » Lila rougit, mais tient bon, marmonnant. « Je fais mon travail, Karen. » Cette petite rébellion, bien que timide, rallume une étincelle d'espoir dans la cabine, mais la colère contre Karen ne fait que croître. Les spectateurs, témoins de cette injustice, brûlent d'une rage qui exige justice. Chaque sourire narquois de Karen, chaque mot qu'elle prononce avec mépris, est une insulte non seulement aux Langston, mais à quiconque a jamais été jugé indigne à cause de son apparence. Un nouveau personnage entre en scène. Tina, une jeune hôtesse stagiaire, pleine d'admiration pour les Langston. Elle a lu des articles sur Marcus Langston, le magnat visionnaire qui a transformé l'industrie aérienne, et elle est horrifiée par le comportement de Karen. Cachée près du galet, elle envoie un message à une collègue au sol. Karen vient d'humilier le PDG et sa famille. C'est une catastrophe, ça va exploser. Ce message, comme une mèche allumée, promet un scandale qui dépassera les murs de l'avion. Pendant ce temps, M. Thompson, enhardi par l'attitude de Karen, lance une nouvelle pique venimeuse. Peut-être qu'ils devraient vérifier leurs billets. La classe éco est à l'arrière, non? Cette fois, Aïcha ne se contient plus. Elle se lève, pointant un doigt vers lui. « Vous savez quoi? Vous devriez vérifier votre propre comportement avant de parler de nous, » lance-t-elle, sa voix résonnant dans la cabine comme un coup de tonnerre. Quelques passagers applaudissent, d'autres hochent la tête, et la tension atteint un point de non-retour. Madame Dubois, incapable de rester silencieuse plus longtemps, ajoute « Vous devriez avoir honte, tous les deux », en fixant Thompson et Karen. Marcus, toujours maître de lui, pose une main sur l'épaule d'Aïcha, la faisant se rasseoir. Mais ses yeux, fixés sur Karen, brillent d'une détermination froide, comme s'il orchestrerait déjà la chute de l'hôtesse. Serena, quant à elle, murmure à sa fille. « Ils apprendront à leurs dépens, ma chérie. » Et tandis que la cabine vibre d'une colère collective, Karen continue son service, aveugle à la tempête qui s'abattra bientôt sur elle. Mais un dernier outrage vient sceller son sort. En passant près des Langston, elle oublie de ramasser leurs assiettes, laissant les restes de poulet caoutchouteux sur leur table, tandis qu'elle s'empresse de débarrasser les plateaux des autres passagers avec un sourire obséquieux. Aïcha, à bout, filme cette négligence, sa voix tremblante dans le micro de son téléphone. « Regardez ça! Elle nous traite comme des parias. » Les murmures dans la cabine se transforment en un grondement, et même les passagers les plus réservés commencent à montrer leur indignation. Marcus, sentant le moment venu, sort son téléphone une dernière fois. Il tape un message, ses doigts moving with a deliberate calm that belies the storm he's about to unleash. Il roinge l'appareil et croise le regard de Serena, un échange silencieux qui dit « C'est fini pour elle ».
Lila, toujours près du galet, prend une décision. Elle attrape un menu complet et le glisse discrètement au Langston, défiant ouvertement Karen. Tina, de son côté, continue d'envoyer des messages au sol, amplifiant le scandale naissant. Madame Dubois, désormais alliée inattendue, chuchote à Aïcha. « Continuez à filmer, ma chère. Le monde doit voir ça. » Et tandis que la cabine de première classe, autrefois un havre de luxe, se transforme en un champ de bataille morale, Karen reste aveugle à sa chute imminente. Chaque sourire qu'elle offre aux autres passagers, chaque mot qu'elle prononce avec dédain, alimente la fureur des spectateurs, qui brûlent de voir justice rendue. La question n'est plus de savoir si Karen paiera pour son arrogance, mais quand et à quel prix. La cabine, vibrante d'une énergie explosive, est prête à basculer, et le combat pour la justice ne fait que commencer. La cabine de première classe, autrefois un sanctuaire de luxe, est devenue une arène où l'injustice de Karen Mitchell brûle comme un feu incontrôlable. Après avoir humilié la famille Langston, propriétaire de la compagnie aérienne, avec un mépris flagrant, elle croit encore tenir les rênes, son arrogance drapée dans un sourire crispé. Mais la vérité éclate comme une tempête. Un appel au cockpit la convoque, et le visage sévère du directeur des opérations, David Harper, apparaît sur l'écran. Karen, figée, commence à sentir le sol se dérober sous ses pieds. La colère des spectateurs, déjà à son comble, explose face à cette confrontation tant attendue. Chaque mot, chaque regard dans cette cabine vibre d'une indignation qui exige justice, et la chute de Karen ne fait que commencer. Karen Mitchell, toujours drapée dans son uniforme impeccablement repassé, traverse la cabine avec une assurance feinte, ignorant les murmures et les regards acérés des passagers. Son cœur bat plus vite qu'elle ne veut l'admettre, mais elle redresse les épaules, convaincue qu'elle peut encore contrôler la situation. Après tout, elle a géré des plaintes de passagers auparavant, des mécontents, des exigeants, des insignifiants. Mais cette fois, quelque chose cloche. L'intercom a retenti avec une urgence inhabituelle. « Mademoiselle Mitchell, veuillez vous présenter immédiatement au cockpit. » Les mots résonnent encore dans sa tête, et pour la première fois, une pointe d'angoisse perce son armure d'arrogance. Elle jette un coup d'œil à la rangée des Langston en passant. Marcus, impassible, consulte son téléphone, ses doigts tapotant l'écran avec une précision méthodique. Serena, sa robe tachée de champagne par la maladresse de Karen, fixe l'hôtesse avec un regard qui pourrait transpercer l'acier. Aïcha, toujours en train de filmer discrètement, murmure à sa mère « Elle va le payer cher ». Les autres passagers, témoins de l'humiliation publique des Langston, observent Karen avec un mélange de curiosité et de jugement. Madame Dubois, la passagère élégante en tailleur bordeaux, chuchote à son voisin. Elle a cru pouvoir s'en tirer. Quelle erreur! La cabine, vibrante d'une tension palpable, semble attendre l'inévitable explosion. Karen atteint le cockpit, son sourire crispé masquant à peine son appréhension. Elle frappe à la porte, et le capitaine Nguyen, un homme à l'allure stoïque, lui fait signe d'entrer. À ses côtés, un écran affiche une vidéoconférence, et le visage de David Harper, directeur des opérations de la compagnie, apparaît, ses traits tendus par une colère contenue. Karen sent son estomac se nouer, mais elle force un ton professionnel. « Capitaine, Monsieur Harper, vous m'avez demandé ?» David ne perd pas de temps en politesse. « Mademoiselle Mitchell, nous avons reçu une plainte grave concernant votre comportement envers des passagers de première classe, » dit-il, sa voix tranchante comme une lame. Plus précisément, envers Marcus Langston et sa famille. Êtes-vous consciente de qui ils sont? Karen cligne des yeux, prise de court. Des passagers de première classe, je présume? Tente-t-elle, son ton vacillant. Le capitaine Nguyen croise les bras, son regard perçant. Marcus Langston est le PDG et propriétaire de cette compagnie aérienne. Lâche-t-il, chaque mot tombant comme un couperet. Le silence qui suit est suffocant. Karen sent ses jambes trembler, mais elle s'accroche à son sang-froid, refusant de céder à la panique. « Je ne savais pas, monsieur », murmure-t-elle, mais sa voix sonne creuse, même à ses propres oreilles. David Harper se penche vers la caméra, ses yeux plissés. « Vous ne saviez pas, ou vous avez choisi de ne pas savoir ?» demande-t-il, sa voix chargée d'un mépris glacial. «
Nous avons des témoignages de plusieurs passagers confirmant que vous avez ignoré les Langston, refusé de leur offrir des boissons, des menus et même des repas corrects, tout en servant les autres avec zèle. Vous avez insinué qu'ils n'étaient pas des passagers de haut statut. Expliquez-vous. Karen sent la sueur perler sur son front. Elle ouvre la bouche pour répondre, mais les mots lui manquent. C'était une erreur, un malentendu, bredouille-t-elle. Les repas étaient limités, et j'ai suivi le protocole de priorité. Le capitaine Nguyen secoue la tête, son expression impassible. Vous n'avez pas offert de menu aux Langston. Vous avez interrogé leur droit à être en première classe. Aucun autre passager n'a subi ce traitement. Pourquoi? Karen, acculée, sent la colère monter en elle, non pas contre elle-même, mais contre cette situation, contre ses passagers qui osent de la défier. « Je faisais mon travail », s'exclame-t-elle, sa voix plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. « Vous savez comment c'est, les plaintes arrivent tout le temps. » David Harper l'interrompt, son ton implacable. Pas de la part du propriétaire de la compagnie, et pas avec des preuves vidéo. À ces mots, Karen blêmit. Vidéo? Elle pense immédiatement à Aïcha, à ce téléphone qu'elle brandissait discrètement. La cabine, avec ses dizaines de témoins, devient soudain une prison dont elle ne peut s'échapper. Pendant ce temps, un flashback nous ramène à Lila Dubois, la jeune hôtesse, debout près du galet. Elle se souvient d'un incident survenu un mois plus tôt, lors d'un vol vers Nice. Une passagère, une médecin latino-américaine en première classe, avait été interrogée par Karen sur son billet, son ton teinté de suspicion. « Vous êtes sûr d'être au bon endroit ?» avait demandé Karen, un sourire narquois aux lèvres. La médecin, humiliée, avait produit son billet et Karen avait ri en s'éloignant, murmurant à Lila. Certains pensent qu'ils peuvent s'incruster n'importe où. Lila, mal à l'aise, n'avait rien dit à l'époque, mais ce souvenir la hante maintenant, amplifiant sa culpabilité. Elle sait que Karen a un passé de jugement hâtif, et cette fois, elle a choisi la mauvaise cible. La colère des spectateurs monte d'un cran. Comment une hôtesse peut-elle se permettre une telle discrimination, et ce, de manière répétée? De retour dans le cockpit, David Harper continue, implacable. Monsieur Langston a requis une excuse publique immédiate de votre part, ainsi qu'un service complet pour sa famille. Vous retournez en cabine, et vous rectifiez votre erreur. Maintenant. Karen, le visage blême, hoche la tête, mais son esprit tourbillonne. Une excuse publique? Devant tous ces passagers qui la regardent déjà comme une paria? Elle sort du cockpit, ses pas lourds, son cœur battant à tout rompre. La cabine, lorsqu'elle y retourne, est un champ de mine. Les passagers murmurent, leurs regards oscillant entre elle et les Langston. Monsieur Thompson, le passager odieux, ricane depuis son siège. « Alors, on a des ennuis ?» lance-t-il, espérant rallier Karen à sa cause. Mais cette fois, même lui sent la tension changer. Aïcha, toujours en train de filmer, chuchote à sa mère. Elle va s'humilier toute seule. Serena, les bras croisés, fixe Karen avec une intensité qui fait frissonner. Marcus, lui, reste silencieux, mais son calme est plus menaçant qu'un éclat de colère. Karen s'arrête devant la rangée des Langston, ses mains tremblant légèrement. Elle force un sourire, mais il ressemble davantage à une grimace. « Monsieur Langston, madame, mademoiselle, commence-t-elle, sa voix mal assurée. Je tiens à m'excuser pour tout malentendu. Je vais m'assurer que vous receviez le service complet de première classe. » Bientôt, mais me dire. Les mots sonnent faux, empreints d'une réticence évidente. Aïcha, indignée, rétorque. « Un malentendu? Vous nous avez traités comme des intrus. Vous avez renversé du champagne sur la robe de ma mère. » La cabine explose en murmures outrés. Madame Dubois, se levant, lance. « C'est une honte. Vous devriez avoir honte. » D'autres passagers hochent la tête, certains applaudissant Aïcha. Monsieur Thompson, sentant le vent tourner, tente de se défendre. Elle faisait juste son travail. Ces gens sont trop sensibles. Mais sa remarque ne fait qu'attiser la colère. Un autre passager, un homme d'affaires nommé Monsieur Lefebvre, se lève et pointe Thompson du doigt. « Vous, taisez-vous. Votre comportement est tout aussi dégoûtant. » La cabine, désormais un tribunal, vibre d'une indignation collective et les spectateurs, à travers l'objectif d'Aïcha, ressentent une fureur viscérale. Comment Karen peut-elle oser une excuse aussi creuse?
Comment Thompson peut-il justifier une telle injustice? Mais Karen, loin de s'amender, double la mise. Entendant un nouveau plateau au Langston, elle trébuche à nouveau, renversant un verre d'eau sur la tablette de Marcus. « Oh, je suis tellement désolée !» s'exclame-t-elle, son ton si exagérément contrit qu'il en devient insultant. Marcus, toujours calme, essuie l'eau avec une serviette, mais ses yeux, fixés sur Karen, brillent d'une colère froide. « Vous devriez vraiment être plus prudente, » dit-il, sa voix basse mais tranchante. Serena, furieuse, se lève, sa robe encore tachée de champagne. « C'est la deuxième fois que vous trébuchez. Vous pensez que nous sommes idiots ?» lance-t-elle, sa voix résonnant comme un coup de fouet. La cabine éclate en exclamations. Lila, incapable de rester silencieuse plus longtemps, s'avance et murmure au capitaine via l'intercom. Elle l'a fait exprès. Je l'ai vu. Cette trahison, venant de sa propre collègue, fait vaciller Karen, qui blêmit. Tina, la jeune stagiaire, envoie un autre message au sol. Karen vient de renverser de l'eau sur le PDG. C'est fini pour elle. L'outrage atteint des sommets insoutenables. Les spectateurs, témoins de cette succession d'affronts, brûlent d'une rage qui exige une punition immédiate. Karen, sentant la cabine se retourner contre elle, tente de reprendre le contrôle. « Je m'excuse sincèrement », dit-elle, mais sa voix tremble et son regard fuit celui des Langston. Aïcha, toujours en train de filmer, ricane. « Vous êtes désolé parce que vous avez été démasqué », lance-t-elle, déclenchant des applaudissements. Madame Dubois, désormais une alliée fervente, ajoute « Vous n'avez aucun respect. C'est une honte pour cette compagnie. » Même Monsieur Lefebvre, d'ordinaire réservé, murmure à sa femme « Elle ne s'en sortira pas comme ça. » La cabine, transformée en un tribunal moral, juge Karen coupable à l'unanimité, et chaque mot, chaque geste d'arrogance de sa part alimente la fureur collective. Marcus, toujours maître de la situation, sort son téléphone et envoie un dernier message, son visage impassible mais ses yeux brillants d'une détermination implacable. Il croise le regard de Serena, un échange silencieux qui dit « C'est terminé ». Serena, les bras croisés, murmure à Aïcha « Ils vont apprendre ce que ça coûte de nous sous-estimer. » Lila, rongée par la culpabilité de son silence initial, s'approche discrètement des Langston et leur glisse un menu complet, défiant ouvertement Karen. Tina, de son côté, continue d'alimenter le scandale au sol, ses messages se propageant comme une traînée de poudre. Madame Dubois, s'adressant à Aïcha, chuchote « Votre vidéo va faire le tour du monde. Continuez. » Et tandis que la cabine vibre d'une énergie explosive, Karen se tient seule, son assurance réduite en miettes. Chaque sourire qu'elle tente, chaque excuse qu'elle bredouille est une insulte de plus aux Langston et à tous ceux qui ont jamais été jugés indignes. La question n'est plus de savoir si Karen paiera, mais à quel point sa chute sera brutale. La cabine de première classe, désormais un champ de bataille, est prête à voir justice rendue et le combat atteint son paroxysme. L'avion touche le sol avec un grondement sourd, mais pour Karen Mitchell, ce n'est pas la fin du vol, c'est le début de son châtiment. Après avoir humilié la famille Langston, propriétaire de la compagnie aérienne, avec un mépris arrogant, elle a été démasquée, confrontée au cockpit et forcée à s'excuser publiquement. Mais ses excuses creuses et ses maladresses calculées, comme renverser de l'eau sur Marcus Langston, n'ont fait qu'attiser la fureur des passagers et de l'équipage. Maintenant, alors que les portes de l'avion s'ouvrent, Karen est escortée hors de la cabine sous les regards accusateurs, son destin scellé par une audience imminente avec les dirigeants. La cabine, vibrante d'une indignation collective, résonne encore des échos de l'injustice, et les spectateurs, brûlants de rage, attendent la justice finale. Chaque pas de Karen vers sa chute est un cri de triomphe pour ceux qu'elle a méprisés, et la tempête de la vérité s'abat sans pitié. Karen Mitchell, ses mains tremblantes serrées sur la poignée de son sac, se tient près de la porte de la cabine, son uniforme autrefois symbole d'autorité maintenant une coquille vide. L'intercom a retenti une dernière fois avant l'atterrissage. « Mademoiselle Mitchell, veuillez vous présenter immédiatement au pont d'embarquement. » Ces mots, prononcés par le capitaine Nguyen avec une froideur clinique, ont fait taire la cabine. Les passagers, encore électrisés par l'affrontement, échangent des regards, certains murmurant, d'autres fixant Karen avec un mépris non dissimulé. Marcus Langston, toujours assis, range son téléphone avec une lenteur délibérée,
son visage impassible, mais ses yeux brillants d'une satisfaction contenue. Serena, sa robe tachée de champagne et d'eau, croise les bras, son regard perçant Karen comme une lame. Aisha, son téléphone toujours en main, filme les derniers instants de Karen dans la cabine, un sourire narquois aux lèvres. « C'est fini pour elle », murmure-t-elle à sa mère, sa voix vibrante de triomphe. Madame Dubois, la passagère en tailleur bordeaux, chuchote à son voisin. Elle l'a cherché. Maintenant, elle va payer. La cabine, transformée en tribunal improvisé, vibre d'une énergie vengeresse et les spectateurs, à travers l'objectif d'Aisha, ressentent une colère viscérale qui exige une punition exemplaire. Karen, le visage blême, tente de garder la tête haute alors qu'elle descend de l'avion, escortée par un agent de sécurité au regard impassible. Chaque pas dans le pont d'embarquement est un supplice, le claquement de ses talons résonnant comme une marche funèbre. Elle sent les regards des autres membres d'équipage qui s'écartent sur son passage, leurs chuchotements comme des aiguilles. Laila Dubois, la jeune hôtesse qui a défié Karen en dénonçant ses agissements, reste en arrière, son expression partagée entre soulagement et culpabilité. Tina, la stagiaire, envoie un dernier message à ses collègues au sol. Karen is fini. La vidéo d'Aisha est partout. En effet, la vidéo d'Aisha, publiée sur les réseaux sociaux pendant le vol, a déjà explosé, accumulant des milliers de partages et des commentaires outrés. Scandaleux! Cette hôtesse doit être virée. Justice pour les Langston. Le monde entier, semble-t-il, est témoin de l'arrogance de Karen, et la pression sur la compagnie aérienne est écrasante. Mais pour Karen, l'horreur ne fait que commencer. Au bout du pont d'embarquement, deux hommes en costume sombre attendent, leur visage figé dans une sévérité professionnelle. L'un d'eux, Daniel Pierce, directeur senior de la division corporative, s'avance, son regard glacial. « Mademoiselle Mitchell », dit-il, sa voix dépourvue de chaleur, « suivez-nous immédiatement dans une salle de réunion privée. » Karen, le cœur battant à tout rompre, hoche la tête, incapable de répondre. L'autre homme, Vanessa Cole, directrice des ressources humaines, reste silencieuse, mais ses yeux scrutent Karen avec une intensité qui la fait frissonner. L'agent de sécurité ferme la marche, rendant toute fuite impossible. Le couloir du terminal, d'ordinaire animé par le va-et-vient des passagers, semble étrangement vide, comme si le monde entier s'était arrêté pour assister à sa chute. Karen, qui a passé des années à arpenter ces couloirs avec une assurance arrogante, se sent soudain étrangère, une intruse dans le domaine qu'elle croyait maîtriser. Chaque regard, chaque murmure est une condamnation, et la colère des spectateurs atteint un paroxysme face à cette marche de la honte. La salle de réunion, située dans une zone réservée du terminal, est austère, presque clinique. Une longue table en bois occupe le centre, entourée de chaises alignées avec précision. Un écran mural affiche le logo de la compagnie et un ordinateur portable, déjà allumé, trône sur la table. Karen s'assied, ses mains moites serrées sous la table, tandis que Pierce et Cole prennent place en face d'elle. L'agent de sécurité reste près de la porte, une présence silencieuse mais oppressante. Pierce ne perd pas de temps. Nous commençons maintenant l'audience officielle concernant la conduite de l'hôtesse senior Karen Mitchell lors du vol 726, déclare-t-il, sa voix résonnant comme un verdict. Karen sent sa gorge se nouer. Audience officielle. Ces mots sonnent comme une sentence de mort pour sa carrière. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'écran s'allume et le visage de Marcus Langston apparaît, sa présence imposante même à travers une vidéoconférence. Karen sent son sang se glacer. Il n'est pas seul. Serena et Aisha sont à ses côtés, leurs expressions un mélange de dignité blessée et de détermination froide. Marcus prend la parole, sa voix calme mais tranchante. « Mademoiselle Mitchell, comprenez-vous pourquoi nous sommes ici ?» Karen, la bouche sèche, hoche la tête. « Oui, monsieur, » murmure-t-elle, mais sa voix tremble. « Dites-le, » ordonne-t-il, son ton implacable. Karen déglutit, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Je suis ici parce que j'ai mal traité votre famille, » dit-elle, chaque mot lui arrachant un morceau de fierté. « J'ai fait une erreur en supposant que vous n'étiez pas des passagers prioritaires. » Marcus incline la tête, son regard perçant. « Une erreur ?» répète-t-il, sa voix dégoulinant de mépris. « Vous avez interrogé notre droit à être en première classe. Vous nous avez ignorés,
humilié, et vous avez renversé des boissons sur ma femme et moi, en prétendant que c'était accidentel. Ce n'était pas une erreur, c'était un choix. Le silence qui suit est écrasant. Serena intervient, sa voix posée mais vibrante de colère. Notre fille, Aïcha, a 16 ans. Elle a dû regarder sa famille être traitée comme des moins que rien. Savez-vous ce que cela fait à une adolescente? Aïcha, les yeux brillants de larmes contenues, ajoute. Vous m'avez fait sentir invisible. Et maintenant, le monde entier voit ce que vous avez fait. Nami ici. À ces mots, Vanessa Cole appuie sur une touche de l'ordinateur, et l'écran affiche la vidéo d'Aïcha, désormais virale. On y voit Karen ignorer les Langston, renverser le champagne sur Serena, puis l'eau sur Marcus, chaque geste empreint d'un mépris flagrant. Les commentaires en ligne défilent à l'écran. C'est inacceptable. Cette compagnie doit agir. Justice pour les Langston. Karen sent la pièce tourner autour d'elle. Pierce se penche en avant, sa voix basse mais implacable. Ce n'est pas tout, dit-il. L'écran change, affichant des images de vidéosurveillance d'autres vols. Dans l'une, Karen interroge une passagère noire sur son billet, son ton condescendant. Dans une autre, elle rit en se moquant de l'accent d'un passager africain, croyant que personne ne l'entend. Nous avons des plaintes remontant à des années, déclare Cole, ses yeux fixés sur Karen. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas assez de preuves formelles, mais votre comportement sur ce vol, devant le PDG, a tout changé. L'outrage atteint des sommets insoutenables. Les spectateurs, témoins de ce passé de discrimination, brûlent d'une rage qui exige une punition immédiate. Karen, acculée, tente une dernière défense. Je n'ai jamais voulu discriminer, s'exclame-t-elle, sa voix tremblante. J'ai juste suivi mon instinct, mon expérience. Les Langston. Ils m'ont provoqué, ils ont agi comme s'ils étaient supérieurs. Le silence qui suit est glacial. Marcus secoue la tête, un sourire amer aux lèvres. Nous avons agi comme des passagers de première classe, ce que nous sommes, dit-il. Vous, en revanche, avez agi comme si vous aviez le pouvoir de décider qui mérite du respect. Vous vous êtes trompé. Serena ajoute, sa voix vibrante de fureur. Vous ne regrettez pas ce que vous avez fait. Vous regrettez d'avoir été prise sur le fait. Aïcha, brandissant son téléphone, conclut. Et maintenant, tout le monde le sait. Pierce ajuste sa cravate, son ton final. Mademoiselle Mitchell, à compter de cet instant, votre emploi est suspendu en attendant une décision finale. Votre badge a été désactivé et vous êtes interdite d'accès aux propriétés de la compagnie. Une décision sera rendue dans les 24 heures, mais je vous le dis maintenant. Vos chances de conserver votre poste sont nulles. Karen sent le sol s'effondrer sous elle. Suspendue, murmure-t-elle, incrédule. J'ai donné des années à cette compagnie. Cole, impassible, répond. Et vous avez passé ces années à faire sentir aux autres qu'ils n'avaient pas leur place. Aujourd'hui, c'est vous qui n'avez plus votre place. Marcus, avant que l'écran ne s'éteigne, prononce une dernière phrase. Bonne chance, mademoiselle Mitchell, vous en aurez besoin. Karen reste figée, les mots de Marcus résonnant comme une sentence. L'agent de sécurité s'avance, lui faisant signe de se lever. Elle se redresse, ses mouvements mécaniques, et suit les dirigeants hors de la salle. Le couloir du terminal, jadis son royaume, est maintenant un lieu d'exil. Les autres membres d'équipage, informés par les messages frénétiques de Tina, la regardent passer, certains avec pitié, d'autres avec mépris. Un écran dans le terminal diffuse une chaîne d'information, où un présentateur discute de la vidéo virale. Un scandale éclate dans l'aviation, une hôtesse accusée de discrimination contre le PDG d'une compagnie. Karen détourne les yeux, incapable d'affronter son propre reflet dans les vitres. À l'extérieur, elle reçoit un message d'un numéro inconnu. Apprenez de ceci, Karen, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour toutes les fois où vous avez jugé sans réfléchir. M.L. Ce message, signé des initiales de Marcus, est le coup final, une preuve qu'il a vue à travers elle, qu'il sait que son comportement n'était pas un incident isolé, mais un schéma. Pendant ce temps, dans la cabine, Lila et Tina sont félicitées par le capitaine Nguyen pour leur courage. Lila, libérée de son silence, promet de ne plus jamais fermer les yeux sur l'injustice.
Tina, désormais une héroïne aux yeux de ses collègues, sourit en lisant les commentaires en ligne soutenant les Langston. Madame Dubois, avant de quitter l'avion, serre la main de Serena. « Vous avez montré au monde ce que signifie la dignité, » dit-elle. Les Langston, malgré l'épreuve, quittent l'avion la tête haute, leur unité renforcée. Aïcha, toujours sur son téléphone, voit la vidéo atteindre des millions de vues, chaque commentaire clamant « Justice ». Un écho de leur victoire. Karen, seule dans le parking du terminal, sent le froid l'envelopper. Son badge, inutile, repose au fond de son sac. Son téléphone vibre de messages de collègues, certains curieux, d'autres accusateurs, mais elle ne répond pas. Elle a passé des années à faire sentir aux autres qu'ils n'appartenaient pas. Maintenant, c'est elle qui est une étrangère, une paria dans le monde qu'elle croyait dominer. La colère des spectateurs, mêlée de satisfaction, explose face à cette justice rendue. Karen n'a pas seulement perdu son travail, elle a perdu son pouvoir, sa certitude, son identité. Et alors qu'elle s'éloigne dans l'obscurité, une vérité s'installe. Elle n'a jamais vraiment été en contrôle. La cabine de première classe, témoin de son arrogance, a été le théâtre de sa chute, et le monde, grâce à Aïcha, n'oubliera jamais. L'histoire des Langston, confrontée à l'injustice criante de Karen Mitchell dans la cabine de première classe, est bien plus qu'un simple récit dramatique. Elle est un miroir tendu à notre société, révélant les préjugés insidieux qui gangrènent encore nos interactions quotidiennes. À travers le prisme de la culture française, où l'égalité et la justice sont des valeurs cardinales, cette histoire résonne comme un appel à la vigilance et à l'introspection. En tant que spectateurs, nous sommes emportés par une vague d'indignation face au comportement de Karen. Mais au-delà de la colère, il s'agit de tirer des leçons profondes pour transformer nos propres comportements et construire un monde plus équitable. Tout d'abord, l'histoire met en lumière l'impact dévastateur des jugements hâtifs. Karen Mitchell, forte de son autorité d'hôtesse en chef, a laissé ses préjugés guider ses actions, assumant que les Langston, en raison de leur apparence, ne méritaient pas le respect dû aux passagers de première classe. Ce comportement reflète une réalité que beaucoup en France, pays attaché à l'idéal républicain, reconnaissent avec amertume. Les discriminations, qu'elles soient basées sur l'origine, la couleur de peau ou le statut social, persistent dans les espaces publics et professionnels. L'indignation que nous ressentons face à Karen n'est pas seulement dirigée contre elle, mais aussi contre une société qui, trop souvent, ferme les yeux sur ces micro-agressions. En France, où l'on célèbre la devise « liberté, égalité, fraternité », cette histoire nous rappelle que l'égalité n'est pas un acquis, mais un combat constant. Appliquée à la vie quotidienne, cette leçon nous pousse à questionner nos propres biais. Lors d'une interaction au travail, dans les transports ou même dans un café parisien, prenons une seconde pour réfléchir. Nos jugements sont-ils fondés sur des faits ou sur des stéréotypes inconscients? Cette introspection, bien que difficile, est essentielle pour briser le cycle des préjugés. Ensuite, la dignité des Langston face à l'humiliation est une source d'inspiration. Marcus, Serena et Aïcha, malgré les affronts répétés, des menus ignorés aux boissons renversées, ont maintenu une retenue exemplaire, transformant leur colère en une quête de justice calculée. Cette résilience reflète une valeur chère à la culture française, la maîtrise de soi, ou ce que l'on pourrait appeler la classe. Dans un pays où l'élégance, même dans l'adversité, est admirée, les Langston incarnent une force morale qui transcende la simple richesse. Leur refus de céder à la provocation, tout en utilisant des moyens modernes comme la vidéo d'Aïcha pour exposer l'injustice, nous enseigne une leçon précieuse. La justice ne s'obtient pas toujours par des éclats, mais par une détermination stratégique. Dans nos vies, face à des injustices, qu'il s'agisse d'un collègue qui nous rabaisse ou d'un traitement inéquitable, nous pouvons nous inspirer de cette approche. Plutôt que de réagir impulsivement, documentons, rassemblons des preuves et faisons entendre notre voix avec clarté et dignité. Que ce soit en signalant un comportement inapproprié au travail ou en soutenant une cause sur les réseaux sociaux, chaque action compte pour faire avancer l'égalité. Enfin, l'histoire souligne le pouvoir de la communauté et de la solidarité. Les passagers, comme Madame Dubois, et les membres d'équipage, comme Lila et Tina, ont joué un rôle crucial en dénonçant l'injustice. Leur courage rappelle une tradition française de résistance collective.
évoquant les mouvements sociaux qui ont façonné le pays, des grèves ouvrières aux manifestations pour les droits civiques. Cette solidarité nous enseigne que l'indignation silencieuse ne suffit pas. Il faut agir. En France, où l'engagement citoyen est valorisé, nous pouvons appliquer cette leçon en soutenant ceux qui sont marginalisés, que ce soit en dénonçant une remarque discriminatoire dans une réunion ou en amplifiant les voix des opprimés sur les réseaux sociaux. L'histoire des Langston nous rappelle que le changement naît de l'action collective et que chaque voix, même modeste, peut faire pencher la balance. En conclusion, cette histoire est un cri de ralliement pour une société plus juste. Elle nous pousse à examiner nos préjugés, à cultiver la dignité face à l'adversité et à agir en solidarité avec ceux qui subissent l'injustice. Dans une France qui aspire à l'égalité, ces leçons sont des phares pour guider nos actions quotidiennes. Alors, agissons. Si cette histoire vous a touché, montrez votre soutien en cliquant sur « J'aime ». Partagez-la pour sensibiliser vos proches et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Laissez un commentaire avec le mot « justice » pour rejoindre le mouvement et faire entendre votre voix. Ensemble, faisons de chaque jour une lutte pour un monde plus équitable.